à vous dire ce soir. Hier soir, nous avons parlé de la fiabilité de la Bible, chers amis. Je vous avais dit qu'il me restait 3 sujets pour vraiment asseoir la fiabilité de la Bible. Et nous allons commencer par le sujet de ce soir, celui de demain soir et de samedi soir, le bouquet final. Mais il n'en demeure pas moins que hier soir, il y a eu quelques éléments, n'est-ce pas, en matière de fiabilité. Et quel est cet élément qui est présent au 8e jour de l'enfant, plus qu'aucun autre élément? C'était quoi? La prothrombine. Et franchement, je vous ai aidé là. J'ai mis le potassium, on n'a jamais parlé de potassium. J'ai mis le cholestérol, on n'a jamais parlé de cholestérol. Et j'ai mis la prothrombine. Donc on fait par élimination. C'était pas le potassium. Il n'a pas parlé du cholestérol. Le cholestérol, c'est ce soir. Il reste la prothrombine. Même si Vanessa a essayé de vous donner un petit coup de main, hein, en parlant de ce mot compliqué, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était quand même un peu donné. Et quand Dieu dit à Abraham, nous sommes en l'an 1921 avant Jésus-Christ, Dieu dit que le petit enfant doit être circoncis au 8e jour. Vous avez la précision de l'injonction et la réalité scientifique qu'il y a derrière, la réalité physiologique qu'il y a derrière. Jamais les hommes de l'époque n'auraient pu avoir une telle connaissance. Et là encore, chers amis, nous avions terminé avec cette déclaration. La parole de Dieu traverse le temps en s'adaptant à chaque époque. Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle, ce qui lui confère une portée et une application inégalable et inégalable sur le plan de la connaissance humaine. Et ce soir, nous en aurons une démonstration. Mesdames et messieurs, quand Dieu dit quelque chose, on a beau dire, on a beau faire, l'homme peut partir à Marseille, mais il sera obligé de revenir à Paris. Parce que Dieu a dit Paris. Si Dieu dit Paris, on peut aller à Marseille, on peut aller en Martinique aussi. Mais on sera obligé de revenir à Paris, parce que Dieu a dit Paris. Et ce soir, chers amis, je vous l'avais dit, nous avons un invité exceptionnel. Eh bien, le cholestérol va nous enseigner justement en ce soir que ce que Dieu dit est vrai. Et quand Dieu dit, comme l'a dit, j'aime bien faire les liens avec les différents sujets, parce que les sujets se sont suivis, mais pas dans c'était pas dans n'importe quel ordre. Hein. Ça montait crescendo. Et rappelez-vous que Descartes nous avait dit quoi? Que lorsque Dieu fait des choix, il ne revient pas sur ses choix. Ça dure éternellement. Et la parole de Dieu, elle nous avait dit Saint-Pierre, eh bien, dure, elle est permanente, elle est vivante et elle dure éternellement. Donc ce que Dieu dit, ça dure éternellement. Nous sommes le 18 août 2004. Nous sommes au CHU de Fort-de-France, plus précisément au bloc d'exploration cardiaque invasive. On appelle ça le BECI. Nous recevons dans ce bloc d'exploration cardiaque les personnes qui font des infarctus. Nous faisons de l'électrophysiologie également, poste de pacemaker, etc., etc. Il travaille quelqu'un qui, toute ressemblance avec quelqu'un que vous connaissez, est purement fortuite. D'accord? L'un des infirmiers qui travaillait dans ce bloc. Et ce jour-là, à 15h30, 18 août, c'était un mercredi, je m'en souviendrai toujours. Et ce jour-là, j'étais d'astreinte. Donc, on avait fini le programme opératoire et le SAMU nous appelle. Le SAMU nous appelle pour nous dire, écoutez, nous vous amenons un patient, une patiente qui a fait un infarctus du myocarde. Qu'est-ce que c'est qu'un infarctus du myocarde? Nécrose d'une partie du myocarde due à l'obstruction d'une artère coronaire. J'ai l'impression que la définition est encore plus difficile que le mot lui-même. Mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, myocarde, ça vous dit quoi? C'est le muscle cardiaque. C'est l'autre nom du muscle cardiaque. OK? Dû à l'obstruction d'une artère, ça jusque-là ça va, et coronaire, nous allons voir, les artères coronaires, ce sont les artères qui nourrissent le cœur. D'accord? Les artères portent le nom des régions qu'elles irriguent. Comment appelle-t-on l'artère qui passe là, à ce niveau-là, au niveau du radius? L'artère qui passe au niveau du radius. Mais je vous ai dit, merci, l'artère radiale.
je vous ai déjà donné le truc. Comment appelle-t-on l'artère qui passe près du fémur? Le fémoral, etc., etc. Donc les artères portent le nom des régions qu'elles irriguent, et les artères qui nourrissent le cœur s'appellent des artères coronaires. Maintenant, qu'est-ce que la nécrose? Imaginez que vous ayez un arbre à la maison. Il n'y a pas si longtemps, nous avons parlé de mangue. Vous avez un manguier à la maison. Un jour, imaginez, j'ai bien dit imaginez, que vous ayez un manguier à la maison et que vous alliez tailler le manguier. Vous prenez votre coupe-là, ou coupe-coupe, machette, tout ce que vous voulez, et vous coupez une branche. La branche tombe par terre, vous revenez 2 jours après. Dans quel état se trouve la branche? Elle est sèche. Fanée. Quelle couleur elle a? Marron, voilà, ça vire au marron gris, tu vois, noir. Pourquoi? C'est pourri. Ok, mais pourquoi? Il n'y a plus de sève. Qu'est-ce que la sève? Le sang. Exactement. La sève est à l'arbre, ce que le sang est au corps. La branche n'étant plus rattachée au tronc et ne recevant plus de sève, que fait la branche? Elle meurt, elle dépérit. C'est ça la nécrose. Mais on ne va pas parler de nécrose pour une branche. Par contre, tout ce qui est tissu vivant, comme chair des animaux, chair des êtres humains, on va parler de nécrose. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si une artère au niveau du cœur qui nourrit le cœur se bouche, eh bien, le cœur ne reçoit pas le sang qu'il faut. Et si on n'agit pas très vite pour rétablir la circulation, eh bien, ça va mourir, ça va nécroser, ça va changer de couleur. Le cœur, c'est un muscle, dont le rôle est de pomper le sang dans les quelques 150 000 kilomètres de vaisseaux dans notre corps. Vous avez entendu le nombre de kilomètres de vaisseaux? 150 000 kilomètres de vaisseaux. Pour ce faire, lorsque nous découpons le cœur, nous voyons qu'elle est composée de 4 cavités. 2 cavités supérieures appelées les oreillettes et 2 cavités inférieures appelées les ventricules. Et nous voyons ici la plus grosse artère du corps, l'artère, l'aorte, d'accord, qui part. Nous avons le ventricule gauche ici qui va contracter le sang et ce sang va partir d'ici. On voit les artères qui vont monter vers le cou pour nourrir le cerveau, les carotides. Mais le cerveau, c'est le 2e organe qui est irrigué, qui est servi. Premier organe servi, à tout seigneur, tout honneur, c'est le cœur. Et nous allons le voir tout à l'heure sur le schéma de tout à l'heure. Et bien voilà, c'est ce schéma. Voilà, mesdames et messieurs, les artères coronaires. L'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche qui a un certain nombre de branches. Et vous voyez qu'elles entourent bien le cœur et elles irriguent le cœur. Donc lorsqu'une artère va se boucher, comme nous allons le voir, ben, ça provoque un infarctus du myocarde. Alors, la patiente nous est amenée. Elle s'appelle Tiffany, elle est de la métropole, elle est de la France, et elle était en vacances en Martinique. C'est une jeune chef d'entreprise de 32 ans, et alors qu'elle était en train de faire du scooter des mers, elle a fait son infarctus en mer, sur le scooter. Alors il faut savoir que 50% des personnes qui font un infarctus meurent sur le coup. Les 50% restants, c'est une seconde vie qui s'offre à ces personnes. Alors elle aurait pu être foudroyée, notamment quand on a vu l'artère qui était bouchée, je vais vous la montrer tout à l'heure, elle aurait pu y passer. Le SAMU a eu le temps de nous l'amener. Et donc, l'infarctus du myocarde se manifeste par quoi? Par une douleur thoracique très intense qui peut se déplacer au niveau de la mâchoire. Alors, gauche, bras gauche, d'accord, épaule gauche, essentiellement du côté gauche. Parfois, ça peut irradier du côté dans les 2 bras, dans les 2 épaules, dans les 2 mâchoires, mais préférentiellement du côté gauche. Si vous êtes en famille, c'est la fête, il y a du monde, etc., ou sur votre lieu de travail, quelqu'un dit j'ai une douleur à la poitrine, ça me fait mal à la mâchoire gauche, au bras gauche, etc., vous appelez le SAMU tout de suite. Et ne jamais mettre la personne dans votre voiture pour l'emmener aux urgences.
Jamais. On appelle le SAMU. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité? Ben, vous voyez ici, une artère est bouchée. Et vous voyez ici, ça commence à changer de couleur. Le fait que ça change de couleur, ça s'appelle l'ischémie. C'est-à-dire que le tissu est en train de souffrir. D'où la douleur. Okay? C'est bouché ici par quoi? Il y a un caillot, mais vous voyez que la circulation du sang est entravée par quoi? Deux plaques de graisse. Essentiellement du cholestérol. Que faut-il faire à ce moment-là? Elle nous est emmenée, nous allons procéder à ce qu'on appelle une coronarographie, coronaire, graphie, une image des artères coronaires pour voir là où c'est bouché, pour pouvoir intervenir rapidement. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est nettoyer l'artère, d'accord? Enlever la graisse qui est au niveau de l'artère pour rétablir la circulation sanguine. Ceci s'appelle, mesdames et messieurs, une dilatation coronaire. Alors, ça porte encore un nom encore plus barbare, une angioplastie transluminale. D'accord? Angio, vaisseau, plastie, réparation à travers la lumière de l'artère. Ici, cette partie-là, ça s'appelle la lumière de l'artère. Donc, voilà nos deux plaques de cholestérol. Que va-t-il se passer? Comment va-t-on rétablir la circulation? Le médecin va faire monter une sonde, et sur cette sonde, il va faire monter un ballon. C'est ce ballon que vous voyez ici. Et il va gonfler ce ballon. Regardez. Et ce ballon, en gonflant, va écraser les plaques de cholestérol de part et d'autre de l'artère pour réouvrir l'artère. Alors, pour que vous compreniez bien à combien on parle de pression, ça va être gonflé à un certain nombre de bars. Les plongeurs, les bouteilles qu'ils ont, c'est du 1-2 bars. On monte là à 20, 25, 30 bars de pression pour écraser la plaque de cholestérol au niveau de l'artère. Une fois le ballon enlevé, vous voyez, on a rétabli la circulation, c'est ouvert, mais on peut être amené à mettre aussi un dispositif, et ça c'est le médecin, le cardiologue qui va apprécier, mais en général maintenant, c'est systématique, on va mettre en place ce qu'on appelle un stent, une endoprothèse, une espèce de petit ressort, pour éviter que ça se rebouche. Et les stents d'aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, libèrent des médicaments pour éviter que ça rebouche. Parce qu'en fait, lorsqu'on écrase la plaque de cholestérol au niveau de l'artère, ça traumatise l'artère. Et le risque, c'est que dans les 3 mois, eh bien, en cicatrisant, eh bien, un caillot puisse se former ici au niveau de l'artère. Donc des médicaments seront libérés par le stent pour éviter que ça se rebouche, et la personne sera aussi sous anticoagulant, type cardégique ou encore aspégique. Et puis on va donner un petit médicament qui s'appelle du Plavix, que les personnes doivent prendre de façon très rigoureuse, notamment les 3 premiers mois après l'intervention. Donc c'est ce qu'on a réalisé pour Tiffany. Nous lui avons sauvé la vie. Et qu'est devenue Tiffany? Oh là là, c'est magnifique. Elle a pris l'avion et elle est rentrée chez elle. Trop bien l'animation, n'est-ce pas? Alors, elle a fait ce que je vais faire dimanche. Prendre l'avion pour rentrer à la maison. Alors, mesdames et messieurs, la question, voyez comment le cholestérol s'infiltre ici, dans les artères, bouchant les artères au fur et à mesure, et fermant, bouchant la lumière de l'artère, se rétrécit au fur et à mesure. Ça rétrécit, et vous voyez que le sang a de plus en plus de mal à passer. Et le sang, dans le sang, il y a des éléments figurés, ce qu'on appelle les éléments figurés du sang, les globules rouges, les globules blancs, etc. Mais les plus importantes, ce sont les globules rouges, et vous voyez qu'elles auront de plus en plus de mal à passer. Or, le sang, c'est un organe vivant qui n'aime pas stagner. Parce que s'il stagne, nous avons parlé des facteurs de coagulation, dont la, Vanessa, dont la prothrombine, d'accord? La prothrombine, nous avions aussi la vitamine K, d'accord? Ces facteurs, eh ben, si le sang stagne, eh ben, ça va former un caillot et ça va se boucher. La question, mesdames et messieurs, comment parvient-on à boucher nos artères avec ce cholestérol? C'est ça la question. Cette maladie s'appelle l'athérosclérose.
d'accord? Plaque d'athérome, une plaque sclérose, eh bien, ça abîme l'artère. L'artère vieillit, elle s'abîme à cause d'une plaque d'athérome qui va se former au niveau de l'artère. En fait, mesdames et messieurs, la graisse, notamment le cholestérol, prend les organes en otage, et plus particulièrement le cœur. Donc j'aime beaucoup cette image. Elle est très parlante. Et regardez qui est représenté par... Qui représente le cholestérol? Le burger. Le burger qui est aujourd'hui, mesdames et messieurs, à toutes les sauces. Même tous les grands hôtels maintenant, on a à la carte des burgers. Le burger est partout. Mais, le burger est partout. Mais. Alors, mesdames et messieurs, regardez-moi ce chef-d'œuvre de la création divine. D'accord? Ce fameux cœur, pompe, qui va faire circuler le sang, je l'ai dit, dans quelques 150 000 kilomètres de vaisseau. Alors ici, nous avons affaire à une artère qui est saine. Vous la voyez ici, la paroi est nickel, le sang circule, les globules rouges circulent sans problème. Et puis là, nous avons la formation d'une plaque de cholestérol. Alors vous voyez comment cette plaque va commencer. C'est tout petit et ça continue à grandir jusqu'à ce que ça puisse boucher complètement l'artère. Alors, selon les statistiques aujourd'hui, une personne sur deux meurt prématurément d'une maladie cardiovasculaire. Quelles sont ces maladies cardiovasculaires? Déjà, l'infarctus du myocarde. Alors, vous voyez, on revoit un petit peu, voilà. Alors, Tiffany, tout à l'heure, son artère était bouchée à ce niveau-là. C'est une très grosse artère qui a été bouchée. OK? Alors, vous voyez là, on voit des plaques de cholestérol ici. Donc, on grossit, hein, ça se passe ici. On a ici, alors là, quand c'est là, alors ça c'est la mort. Hein. Quand ça se bouche ici, c'est la mort. Plus ça se bouche bas, moins c'est vital. Par contre, plus ça se bouche haut, vous voyez que si ça bouche ici, c'est bouché ici, tout le reste ici, c'est fini. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle le tronc. Quand ça bouche ici, alors en général, quand on va intervenir à ce niveau-là, parce qu'il y a des personnes qui bouchent là, mais qui ne meurent pas, eh bien, quand on va intervenir là, pour déboucher, le bloc cardiaque est en alerte. Et ils sont prêts pour recevoir la personne au cas où, pour procéder à un pontage coronaire. D'accord? Le pontage coronaire consiste en quoi? À prendre une veine. Alors en général, on prend dans les bras, dans les jambes. Quelqu'un qui va faire juste un pontage, on va prendre soit dans le bras, soit dans la jambe. Lorsqu'il va faire deux, eh bien, soit dans les deux jambes, soit dans les deux bras, selon ce que la personne souhaite, parce que après vous avez une cicatrice. Hein. Quand c'est un quadruple pontage, dans les deux jambes, dans les deux bras, on prend un morceau de veine et en fait on va faire un pont. Si c'est bouché ici, on va ici coudre cette veine et on va rétablir la circulation comme ça. C'est ça un pontage. OK? Et vous voyez ici encore, c'est grossi et on voit comment ici c'est bouché. Alors chaque année, mesdames et messieurs, près de 8 millions de personnes meurent dans le monde d'un infarctus du myocarde. 8 millions. La Covid en 3 ans n'a pas tué 8 millions de personnes. En 3 ans, depuis sa sortie. Là, nous avons l'infarctus du myocarde qui tue près de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. C'est dû à quoi? À du cholestérol qui bouche des artères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame de cette affaire. On va y venir tout à l'heure. Deuxième maladie cardiovasculaire qui tue énormément, maladie cérébrovasculaire. Accident vasculaire cérébral, l'AVC. Et là, nous avons le cerveau, une coupe du cerveau. Et ici, c'est bouché. Et regardez ici la zone du cerveau qui est en train de souffrir. Donc ça s'appelle un accident vasculaire cérébral ischémique. Okay? Contrairement à l'hémorragique, rupture d'anévrisme, un vaisseau va éclater et ça va saigner dans le cerveau. Ici, c'est bouché. Bouché avec des plaques de cholestérol. Chaque année dans le monde, mesdames et messieurs, c'est près de 6 millions de personnes qui meurent d'un accident vasculaire cérébral de type ischémique. Alors, ces accidents vasculaires cérébraux de type ischémique représentent 80% des AVC, tandis que les accidents vasculaires cérébraux de type hémorragique représentent
20% des AVC. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Alors, vous voyez ici les jambes, et vous voyez, on voit encore ce réseau extraordinaire. Eh bien, les plaques de cholestérol, les plaques d'athérome qu'on va retrouver également au niveau des membres inférieurs. Et on peut même en retrouver également au niveau des membres supérieurs. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que le cholestérol? Le cholestérol, écoutez ça bien hein, pour la suite. Le cholestérol est une graisse naturelle indispensable à l'organisme. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est une graisse indispensable à notre organisme. À quoi sert-elle? Elle sert à fabriquer la bile. La bile qui intervient dans la digestion des aliments. La bile est fabriquée par le foie et stockée dans une petite vésicule, un petit sac situé sous le foie qui s'appelle la vésicule biliaire. Et lors de la digestion, lorsque les éléments arrivent au niveau du duodénum, eh bien, nous avons de la bile qui intervient pour parachever la digestion de ces aliments. La bile intervient également pour fabriquer les hormones. Les hormones, ce sont des messagers chimiques. Ce sont des facteurs qui apportent un message. Nous avons des enfants là. Venez me voir, les enfants. Ils sont en train de me regarder tout heureux. Vous voyez? Là, il y a des enfants. Et puis là, il y a moi. Et entre les deux, il y a l'adolescent. Comment est-ce que ça se passe? Ben, les enfants, ils vont grandir. Quand ils vont arriver aux alentours de 10, 11, 12 ans, alors c'est de plus en plus précoce maintenant, 10 ans, 11 ans, le cerveau va envoyer chez le petit garçon un message aux testicules du petit garçon. Mais vous voyez où se trouvent les testicules? Je vois des personnes qui sourient. C'est de la physiologie divine, ça. C'est génial. Le cerveau, regardez où il est, le cerveau. Regardez où se trouvent les testicules du petit garçon. D'accord? C'est loin. Donc, à ce moment-là, que va faire le cerveau? Il va sécréter une hormone, un messager, qu'il va libérer dans le sang, et ce messager ira au niveau des testicules apporter le message. Et que vont faire les testicules? Les testicules vont commencer à sécréter l'hormone masculine, la testostérone. Et ce petit garçon va grandir d'un coup. Sa voix va changer. Parce que moi, à son âge, je parlais comme ça. Mais entre-temps, ma voix est devenue celle-là. D'accord? Donc, tout ça, c'est des changements physiologiques qui font que, eh bien, c'est grâce à des hormones, eh bien, le corps va changer. Le corps va grandir, la pilosité, etc. Tous les caractères masculins vont se former chez le garçon pour devenir un homme. Donc, l'adolescence représente une étape de transition parce que l'enfant n'est plus un enfant et il n'est pas encore un adulte. Donc, il est dans cette période de transition. Les petites filles, le cerveau toujours va envoyer un message aux ovaires cette fois. Et les ovaires vont sécréter les hormones féminines, œstrogène et progestérone. Et là, le corps de la fille va changer. Le bassin va s'affiner, la taille va s'élargir, les seins vont pousser, etc., etc. Et la petite fille sera en train de devenir une femme. Tout ça grâce à des messagers chimiques. Merci les enfants. D'accord? Donc voilà le rôle des messagers. Alors les hormones, mesdames et messieurs, on ne peut pas vivre sans ça. C'est indispensable au bon fonctionnement du corps humain. Et ils font partie de ce système qui s'appelle le système endocrinien au niveau du corps. Enfin, le cholestérol sert à fabriquer la membrane de nos cellules. Or, nous sommes un assemblage de cellules. Donc le cholestérol intervient, mesdames et messieurs, à une mission, je l'ai dit, c'est une graisse naturelle indispensable au fonctionnement du corps humain. Donc si le cholestérol intervient dans la fabrication de la membrane de nos cellules, et alors que nous sommes un assemblage de 86 à 100 milliards de cellules, on voit bien l'importance de ce cholestérol. Le taux de cholestérol normal dans le sang, normalement, c'est strictement inférieur à 2 grammes. Alors, vous avez des laboratoires, c'est strictement inférieur à 2 grammes ou égal à 2 grammes. C'est-à-dire que si vous avez 2 grammes dans certains laboratoires, ce sera normal. Dans d'autres, vous aurez un astérisque vous disant que c'est trop élevé. Ça dépend du laboratoire. L'hypercholestérolémie se définit
par un taux supérieur à 2 grammes par litre dans le sang. D'où vient le cholestérol? Avant de répondre à cette question, une petite analogie pour bien comprendre. Nous avons une belle voiture à l'écran. Ne regardez pas la marque. Hein? De quoi a besoin ce véhicule pour fonctionner? Voilà. Il a besoin du carburant. Quel type de carburant allez-vous prendre? Celui préconisé par le constructeur. Donc, cela veut dire que si j'ai une voiture diesel, je vais mettre du sans-plomb dedans. Non. Pourquoi je ne pourrais pas mettre du sans-plomb dedans? Ça va pas quoi? Ça va pas démarrer? Ça va démarrer, hein? Ça va démarrer, je vais faire 200 mètres, mais après 200 mètres, j'aurai que mes yeux pour pleurer. D'accord? Donc la voiture va tomber malade, et quand elle va tomber malade, il faudra l'emmener à l'hôpital. Donc on va redire les bons mots, la voiture va tomber en panne, et il faudra l'emmener chez le garagiste. Souvenez-vous de ça, hein, pour tout à l'heure. D'accord? C'est très important. Donc, on ne va pas mettre n'importe quel carburant dans le véhicule, mesdames et messieurs, parce que si on met un carburant qui n'est pas adéquat, ça nous expose, ça expose le véhicule à des problématiques. D'accord? Très bien. J'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait mettre le carburant préconisé par le constructeur. Qui mieux que le constructeur connaît le véhicule qu'il a construit? N'est-ce pas? Très bien. Donc s'il dit c'est du gazole, c'est du gazole. S'il dit c'est du sans-plomb, c'est du sans-plomb. S'il dit c'est du GPL, c'est du GPL. Et pour les hybrides, on met quoi dedans? L'électricité ou bien on met de l'électricité dans le... Après, c'est pas faux, hein? Alors, voilà. Alors, il y en a qui chargent, et puis il y a des voitures qui sont très bien faites, comme les Toyota. Je ne veux pas faire de publicité. On n'a pas besoin de brancher, ça se recharge automatiquement, etc. Quand on freine, etc., etc. D'accord? Il y a des Renault aussi qui fonctionnent comme ça. Des Renault Capture Rouge, par exemple, qui fonctionnent comme ça. D'accord? Donc, on va mettre un carburant. Mesdames et messieurs, d'où vient l'homme? La parole de Dieu est claire. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. D'accord? Ça s'est passé au 6e jour de la création. Mais le 3e jour, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dans Genèse chapitre 1er, verset 11 à 13, il est écrit, puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. On va corréler ce 3e jour au 6e jour, après avoir créé tous les êtres vivants. Alors bien entendu, c'est des êtres vivants aussi, animaux et les êtres humains. Voici ce que Dieu dit. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, 2 points, ce sera votre nourriture. Ça, c'est la nourriture que Dieu a donnée aux êtres humains. Et derrière, Dieu va dire, je donne toute herbe verte à tous les autres animaux. Le lion mangeait de l'herbe verte. Il ne mangeait pas le gnou, il ne mangeait pas le petit faon qui venait de naître, et qui vient de naître, etc. Il mangeait de l'herbe également. Mais nous savons ce qui s'est passé entre-temps. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné à manger, mesdames et messieurs? Des céréales. D'accord? Les céréales complètes, ce sont des protéines végétales indispensables au bon fonctionnement de nos cellules vivantes. Elles nous apportent des fibres, des vitamines B et E notamment, des minéraux, fer, magnésium, zinc, potassium, sélénium, acides gras essentiels. Elles accélèrent le transit intestinal, réduisent la sensation de faim et elles possèdent surtout un index glycémique modéré. Donc pour les personnes diabétiques, c'est très bon, ça. Mesdames et messieurs, voyez-vous du cholestérol là-dedans? Voyez-vous du cholestérol là-dedans? Il n'y en a pas. Donc là, l'herbe que Dieu nous a donnée qui porte de la semence, nous avons déjà des céréales dans lesquelles nous ne retrouvons pas de cholestérol.
Ensuite, nous avons une farandole, mesdames et messieurs, de saveurs, des épices, des condiments, des aromates, qui sont de puissants antioxydants, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, notamment comme le gingembre, qui sont de stimulants digestifs naturels, qui sont riches en minéraux, riches en vitamines, qui ont des propriétés antibactériennes et même des propriétés apaisantes. Voyons-nous du cholestérol là-dedans? Non. Pas de cholestérol dans les épices, dans les condiments et les aromates. Une farandole de fruits, ça ce n'est qu'une petite représentation parce qu'il y en a tellement, mesdames et messieurs, des fruits pour une santé optimale qui sont d'excellentes sources de vitamines, de minéraux, riches en antioxydants et flavonoïdes. J'ai toujours du mal à dire ce mot. Les flavonoïdes, ce sont les pigments qui vont donner les couleurs aux différents fruits et qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires très puissantes. Ce sont des sources de fibres et de glucides. Elles ont des propriétés hydratantes parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les fruits et elles soutiennent la concentration, agissent sur la fatigue musculaire, la vision, le stress et la fatigue. Voyons-nous du cholestérol là-dedans, mesdames et messieurs? Les fruits ne contiennent pas de cholestérol. Qu'est-ce que Dieu nous a encore donné? Des légumes. On dit souvent aux enfants, mange tes légumes, sinon tu n'auras pas de dessert. C'est un très bon moyen de les faire manger, leurs légumes. Parce que vous allez leur faire des frites avec des brocolis, avec ce que vous voulez. Ils vont manger toutes les frites et le reste, mais ils vont laisser les brocolis là. Or, pour les faire manger les brocolis, très souvent, eh bien, voilà, tu n'auras pas de dessert si tu ne manges pas tes brocolis. Et les enfants, comme ils veulent le dessert, eh bien, ils vont manger les brocolis. Bourrés de vitamines, de fibres, de minéraux, faibles en calories, propriétés hydratantes. Elles contiennent 90% d'eau. Elles permettent de maintenir un poids en santé. Elles permettent de ralentir le vieillissement. Elles ont un index glycémique bas ou modéré. Et enfin, elles ont un effet dit satiétogène. Satiétogène. Ça veut dire que lorsque nous allons manger des légumes verts, des légumes en accompagnant le riz, etc., eh bien, nous allons être rassasiés beaucoup plus rapidement que si nous n'en mangeons pas. Et moins nous mangeons de légumes, plus nous mangeons autre chose. Autre chose, qu'est-ce que Dieu nous a encore donné? Des graines. Ces fameuses graines qu'on appelle les légumineuses ou encore des légumes secs, qui sont des aliments de base exceptionnels, qui sont pauvres en matières grasses, faible teneur en sodium, excellente source de protéines, riches en fibres, minéraux et vitamines, représentent une excellente alternative à la viande. On possède un index glycémique faible et qui peuvent être utilisés en association avec les céréales. Et quand on les associe avec des céréales, on obtient des protéines de haute valeur biologique. Jusque-là, mesdames et messieurs, pas de cholestérol. Enfin, dans ce que Dieu nous a donné, des herbes qui portent de la semence encore, eh bien, nous avons d'autres graines, cette fois qu'on appelle des oléagineux, qui représentent de véritables atouts pour la santé, qui sont riches en bonnes graisses, oméga 3, oméga 6, oméga 9, riches en vitamines. Elles possèdent des propriétés antioxydantes. Elles sont riches en fibres et minéraux. Elles contiennent des protéines et elles fournissent des huiles d'excellente qualité. Jusque-là, mesdames et messieurs, pas de cholestérol. Alors, une petite diapo pour parler de ces deux aliments, la noix de coco et l'avocat, qui sont réputés, on dit qu'ils contiennent du cholestérol. C'est faux. Pas de cholestérol dans la noix de coco, ni dans l'avocat. Par contre, elles contiennent des graisses saturées. Et il faut les consommer avec modération. Ok? Alors, mesdames et messieurs, résumons. Voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, 2 points, voilà la nourriture que Dieu nous a donnée. Des céréales complètes, des épices, des condiments, des aromates, des fruits, des légumes, des légumineuses et des oléagineux. Alors j'ai une question. Si le cholestérol est une graisse indispensable à l'organisme, et que notre Dieu, le Dieu qui nous a créés, nous a fourni un carburant sans cholestérol, d'où vient le cholestérol? Je reprends la problématique.
Si le cholestérol est une graisse indispensable à notre organisme, permet de fabriquer la bile, permet de fabriquer les hormones, permet de fabriquer également la membrane de nos cellules. Si cette graisse est indispensable à l'organisme, comment se fait-il que le créateur, le constructeur, n'en ait pas mis dans le carburant qu'il a donné à l'homme, à l'être humain? Le petit bonhomme a dit, hein? Mais oui, on a un problème là. D'où vient ce cholestérol? Puisqu'il est indispensable. Or, il n'est pas dans les aliments donnés par le constructeur. Eh bien, mesdames et messieurs, la réponse, c'est que le foie fabrique le cholestérol dont le corps a besoin. Eh oui. Eh oui, mesdames et messieurs. Le foie, il fabrique le cholestérol dont le corps humain a besoin. Le constructeur est cohérent avec la machine qu'il a construite. Il a imaginé un foie. Vous savez que le foie a plus de 500 fonctions. Et l'une de ces fonctions, c'est de fabriquer le cholestérol dont le corps a besoin. Donc, si le foie fabrique déjà le cholestérol dont le corps a besoin, point n'est besoin d'en mettre dans le carburant que l'homme va consommer tous les jours. D'accord? Ça, c'est important. Il est cohérent. Alors, d'où vient le cholestérol? Quel est l'autre apport du cholestérol à part le foie? Eh bien, ce sont tous les aliments d'origine animale. Parce qu'en fait, Dieu nous a donné une alimentation essentiellement végétale. Mais ce sont les aliments d'origine animale qui nous apportent ce cholestérol, mesdames et messieurs. J'avais donné faim à Vanessa. Non, du tout. Du tout pas. Steak de bœuf grillé avec ses frites et ses légumes, c'est bien, mais regardez la graisse qui émane de tout ça. Apport de cholestérol, plus, mesdames et messieurs. Mais c'est bon quand même. D'accord? Pardon? J'ai entendu devant, mais c'est bon quand même. Oui, c'est bon. Et bien sûr que c'est bon. C'est bon, bien sûr. C'est très bon. Mais c'est très bon au palais. Mais quand ça arrive à l'intérieur, c'est plus la même chose. D'accord? Et là, nous allons voir justement comment nos artères s'encrassent. D'accord? Le cholestérol est une graisse. Or, la graisse ne se dissout pas dans l'eau. Quand on fait une vinaigrette, on met de l'huile, on met de l'eau, et puis on met tout ce que vous voulez à côté. Chacun fait un petit peu. Vous agitez le bocal. On a l'impression que c'est homogène. Mais on revient 5 minutes plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une séparation entre l'eau et l'huile. Donc, la graisse ne se dissout pas dans l'eau. Mesdames et messieurs, le cholestérol ne se dissout pas dans le sang. Il va faire donc appel à des transporteurs. L'action de ces transporteurs sera à l'origine de la notion de bon et de mauvais cholestérol. Il n'y a pas de bon ni de mauvais cholestérol. Il y a le cholestérol tout court. Mais, à cause de l'action de ces transporteurs, eh bien, on parle de bon et de mauvais cholestérol, et c'est ce que nous allons comprendre maintenant. Voilà les deux taxis, les deux transporteurs. Il y a les LDL cholestérol et les HDL cholestérol. Lorsque vous faites un bilan, on a HDL, LDL et cholestérol total. Et on regarde le rapport entre les deux pour savoir, parce qu'on peut avoir, on peut être à 2 grammes ou 2 grammes 1, 2 grammes 2, mais on va regarder le rapport entre les LDL et les HDL. Ces deux transporteurs, d'accord, n'agissent pas de la même manière. Et leur manière d'agir est à l'origine de la notion de bon et de mauvais cholestérol. Donc voilà, j'ai fait mon petit schéma avec une artère. On a les globules rouges qui sont représentés. Voici les LDL qui arrivent. Ils portent leur charge de cholestérol. Ils transportent ce cholestérol. Que vont-ils faire de ce cholestérol? Ils vont le déposer au niveau de l'artère. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il aujourd'hui dans certains pays, voire même chez nous, ici, même en métropole, en France? Il n'y a pas des personnes qui jettent leurs détritus au bord de la rue?
et on est obligé de mettre des panneaux interdits de jeter des ordures, des détritus, des matelas, des fours, des vieux fours, etc. Les gens avaient tendance à déposer dans la rue leurs ordures ménagères. C'est interdit de faire ça, parce que si on vous prend, vous vous exposez à des amendes. C'est exactement ce qui se passe ici. Les LDL, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchargent le cholestérol au niveau de l'artère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils salissent l'artère. C'est la raison pour laquelle on parle du LDL comme du mauvais cholestérol. Les HDL arrivent. Que font-ils? Ils vont récupérer le cholestérol. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient l'artère et ils vont amener ce cholestérol au foie. Que fait le foie? Il le détruit. C'est la raison pour laquelle on parle des HDL comme du bon cholestérol. Maintenant, regardez bien cette image. Et dites-moi ce que vous remarquez. J'ai entendu quelque chose là. Exactement. Les LDL sont plus nombreux que les HDL. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Si ceux qui salissent sont plus nombreux que ceux qui nettoient, ceux qui nettoient vont se retrouver débordés et ne pourront plus nettoyer. Donc la plaque va se former au niveau de l'artère. Alors d'où vient ce cholestérol apporté par les LDL? Nous l'avons dit, mesdames et messieurs, le cholestérol est fabriqué par le foie. Le foie fabrique le cholestérol dont le corps a besoin. Donc point n'est besoin d'amener d'autres cholestérols. Tout cholestérol supplémentaire est superflu. Et il faut bien le mettre en quelque part. C'est la raison pour laquelle il est déposé au niveau des artères. Salit les artères et bouche les artères à l'origine de la plaque qui va provoquer l'infarctus du myocarde ou encore l'accident vasculaire cérébral. Alors d'où vient ce cholestérol? Mais tout ce qu'on aime. C'est triste. J'entends des commentaires. D'où vient le cholestérol? Ça c'est la première image. Deuxième image. Alors, rappelez-vous qu'il y a le cholestérol, mais l'excès de sucre est transformé en graisse. Ce qu'on appelle les triglycérides, qui vont participer également. C'est toujours tout ce qu'on aime? Oui, mais c'est triste. C'est triste. Eh bien, mesdames et messieurs, vous voyez bien la difficulté dans laquelle nous sommes. Hein? Eh bien, voilà l'image. Vous voyez, là, nous mangeons tellement d'aliments riches en cholestérol que nous multiplions les LDL. Plus nous mangeons, plus les LDL vont transporter du cholestérol au niveau des artères. Malheureusement, plus on mange du cholestérol, les HDL, eux, ne montent pas. Comment faire monter les HDL? L'exercice physique. Et ça, beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup ne font pas ça. Vous comprenez? Le des meilleurs moyens de faire monter, s'il vous plaît, le des meilleurs moyens de faire monter le HDL, c'est la pratique de l'exercice physique. L'autre moyen de faire monter les HDL, c'est la consommation de poissons gras. Saumon, thon, sardines, maquereaux, etc. Mais je vous ai dit ça là, n'allez pas vous gaver de saumon, de thon, etc. pour faire monter les HDL, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Il y a les oméga 3, les oméga 9, les bonnes huiles. Huile de pépins de raisin, les huiles riches en oméga 3, en oméga 6, qui permettent également de faire monter les HDL. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est l'exercice physique, parce que l'exercice physique à la fois fait monter les HDL, mais fait baisser les LDL. L'exercice physique a deux intérêts.
Eh bien, mesdames et messieurs, voilà où nous en sommes. Voilà notre problématique. Parce que tout ce qui contient du cholestérol, Dieu ne nous l'a pas donné dans notre alimentation. Alors, nous ne sommes pas en train de dire que manger une fois comme ça, un petit morceau de viande, ça va boucher une artère. Mais remarquez, pour les personnes de plus de 36 ans, là, qui ont dépassé la moyenne de longévité de l'Égypte, quand nous étions plus jeunes, on ne mangeait pas autant de viande qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de pizzeria, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas ces choses-là. Nous avions encore à l'époque une alimentation correcte. Et c'était de temps en temps parce que c'est les nantis qui avaient la possibilité de manger de la viande. C'est comme la baguette blanche. Avant, on ne souffrait pas de constipation. Et puis, parce que tout le monde mangeait du pain complet. Et puis la baguette blanche est arrivée et était l'apanage des nantis des plus riches. Ils ont commencé à manger la baguette raffinée, se pensaient raffinés, mais les raffinés ont commencé à souffrir de constipation, ne savaient pas faire caca. Et comme tout le monde veut faire comme les riches, on a voulu manger comme les riches. On s'est mis à manger des baguettes blanches. Et on a maintenant des personnes qui vont aux urgences pour faire caca. C'est ça la réalité aujourd'hui, mesdames et messieurs. Elle est là. Eh bien, vous voyez là, cette alimentation, et Dieu ne nous l'a pas donnée. Ce qu'il nous a donné à manger n'a pas de cholestérol. Et ce qu'il nous a donné à manger ne provoque pas de maladies cardiovasculaires. C'est ce que nous mangeons autre part qui nous donne ces maladies-là et qui nous apporte tout ce cholestérol. Eh bien, voilà comment se forme la plaque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, mesdames et messieurs, c'est 23,6 millions de personnes qui mourront chaque année d'une maladie cardiovasculaire, en tête l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Vous vous rappelez, 8 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause d'artères, les artères du cœur qui se bouchent avec du cholestérol. Mais c'est quand même incroyable. Nous sommes en 2025. Ça, l'OMS le sait, tout le monde le sait. Mais personne ne fait rien. Voilà le rapport d'une consultation d'experts de l'OMS. Les gens devraient consommer... rapport d'une consultation d'experts de l'OMS. Les gens devraient consommer moins d'aliments très caloriques, en particulier les aliments riches en graisses saturées ou trans. Les graisses trans, c'est ce qu'on appelle aussi les graisses hydrogénées. D'accord? Il faut regarder le paquet. Regardez, quand nous achetons les paquets des aliments, regardons la composition de ces aliments. Quand vous voyez graisse trans ou graisse hydrogénée, déposez le paquet, mesdames et messieurs. Ce sont des graisses qui sont chauffées à ultra haute température, qui sont rajoutées dans les aliments pour leur donner un meilleur goût, pour leur permettre de tenir le plus longtemps que possible, mais arriver dans nos entrailles, eh bien, ce sont des entrailles de douleur, malheureusement. C'est la maladie qui s'installe. Et en sucre, les gens devraient, d'accord, consommer moins d'aliments riches en sucre. Or, mesdames et messieurs, aujourd'hui, regardez ce que nous mangeons. Nous entrons dans un centre commercial. Vous êtes à l'entrée du centre commercial. Vous avez déjà des stands de donuts. Si vous voyez les donuts d'aujourd'hui, avec du Twix dedans, du Snickers dedans, le truc est bourré de sucre. Et il y a une queue terrible pour manger ces choses-là. Et moi, quand je passe, j'entends psst, psst, je n'ose regarder. Mais les donuts m'appellent. Parce que je suis un vrai Martiniquais. J'aime le sucre. J'aime le sucre, mesdames et messieurs. C'est un problème chez nous, les Martiniquais. On aime le sucre, on aime le sel. On mange beaucoup de sucre, on mange beaucoup de sel. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas bon pour notre santé. Vous voyez l'état de notre santé aujourd'hui? Hypertension artérielle, diabète, etc. Et ça ne fait qu'augmenter. Les gens devraient avoir une activité physique. Les gens devraient choisir les graisses insaturées. Les graisses insaturées, on les trouve exactement dans les aliments que Dieu nous a donnés. Et les gens devraient consommer moins de sel. Les gens devraient manger des fruits. Ils devraient manger des légumes et des légumineuses et opter pour une alimentation végétarienne. Incroyable! C'est l'OMS qui le dit, mesdames et messieurs. Et des produits de la mer.
Ce type de consommation est non seulement plus sain, mais il est aussi plus favorable à l'environnement et au développement durable. Je continue parce que l'heure est arrivée et j'ai encore quelques diapos. Souffrez que je vous retienne encore 5-10 minutes. Hélène Baribeau, une diététicienne canadienne, mondialement connue. Voici ce qu'elle déclare. Officiellement, l'American Dietetic Association et les diététistes du Canada soutiennent que les régimes végétariens planifiés de façon appropriée sont sains, adéquats sur le plan nutritionnel et bénéfiques pour la prévention et le traitement des maladies. Le régime végétarien, lorsqu'il est adopté dès le jeune âge, peut mener à de saines habitudes alimentaires à long terme. Les résultats de recherche des dernières années ont modifié la perception des chercheurs et de la population en général sur le végétarisme. Il n'est plus considéré comme un régime alimentaire farfelu et risqué, mais plutôt comme une façon de s'alimenter qui comporte plusieurs avantages pour la santé. Et mesdames et messieurs, d'où vient le régime végétarien? Il nous vient du constructeur. Le constructeur nous a créé, il nous a donné le carburant à mettre dans le corps. Et aujourd'hui, parce que nous nous sommes détournés du carburant, c'est comme si on allait à la pompe, et alors qu'on a une voiture diesel, on met du sans-plomb dedans. C'est exactement ce que nous faisons. Nous mettons le mauvais carburant dans notre corps et nous sommes malades. Parce que nous avons négligé d'écouter le constructeur. Eh oui, l'analogie de la voiture. Voici, elle a écrit ce livre, hein, Manger mieux pour être au top, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui a fait sa réputation à cette diététicienne. Voilà. Autre chose, mesdames et messieurs, ce livre, The China Study, une étude d'une ampleur. Jusqu'ici, on n'avait jamais fait une telle étude. Plus de 20 ans, mesdames et messieurs, d'études sur la relation entre la consommation des produits animaux et les maladies. Elle a été traduite en version française sous le nom « L'enquête Campbell », puisque cette enquête a été menée par le professeur T. Colin Campbell et le docteur Thomas M. Campbell. Pourquoi manger de la viande et boire du lait augmente nettement les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Mesdames et messieurs, la préface de ce livre en français, L'enquête Campbell, a été écrite par le professeur, le docteur Jérôme Bernard Pellet. C'est un médecin nutritionniste, féru d'épidémiologie. Et voici ce qu'il dit dans la préface de ce livre. Comme le montrent les travaux du professeur Campbell. Écoutez ça, mesdames et messieurs, un médecin qui parle. Comme le montrent les travaux du professeur Campbell, l'humanité est allée trop loin dans la consommation d'aliments d'origine animale et est en train d'en payer les conséquences en termes de santé. Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires et cancers sont devenus légion dans les couloirs des hôpitaux. Or, ces maladies ne sont en aucun cas une fatalité. Avec une alimentation plus végétale, riche en légumes, en céréales complètes, en légumineuses, lentilles, pois, pois chiches, fèves, haricots secs, soja, ensuite en fruits entiers et en oléagineux, noix, noisettes, amandes, une grande partie de ces maladies serait évitable. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que ce médecin vient de dire là? Qu'est-ce qu'il vient de citer là? Il vient de citer les aliments que Dieu nous a donnés au départ. Cet homme n'a rien à voir avec la religion, ni Dieu, ni quoi que ce soit. Le bonhomme se base sur les études. Et il dit, avec une alimentation plus végétale, riche en légumes, en céréales complètes, en légumineuses, en fruits entiers et en oléagineux, une grande partie de ces maladies serait évitable. Le carburant donné par le constructeur. Je vous donne des arguments ce soir. On a parlé d'abord de l'OMS. On a parlé d'Hélène Baribeau. On vient de voir la préface de ce médecin, Dr Jérôme Bernard Pellet. Je vous donne encore un argument, le microbiote. On parle de plus en plus de ce fameux microbiote, n'est-ce pas? On le connaît depuis peu, depuis 2008. Ça fait pas si longtemps que ça fait 17 ans qu'on a découvert ce microbiote. Quand j'ai fait mes études d'infirmier, on ne parlait pas de microbiote, on parlait de flore intestinale. Et on n'avait pas compris le rôle de cette flore intestinale. Et aujourd'hui, la compréhension du microbiote est en train de changer le dogme médical aujourd'hui. C'est une révolution. Qu'est-ce que c'est que le microbiote?
c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes qui ne provoquent pas de maladie, qui vivent dans un environnement spécifique. Et au niveau de notre corps, nous avons un microbiote au niveau de notre peau. Nous avons un microbiote au niveau de la sphère ORL. Savez-vous qu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie du baiser? Eh bien oui. Lorsqu'on embrasse quelqu'un pour la première fois, le fameux baiser français. On s'échange un bisou, langue dans langue, et on s'échange de la salive. Eh bien, on s'échange aussi des microbes, mesdames et messieurs. Parce qu'au niveau de la sphère ORL de la gorge, nous avons un microbiote. Et cet échange de salive chez 20% de la population va se traduire par une maladie, la maladie du baiser, qu'on appelle médicalement la mononucléose infectieuse. C'est comme un petit syndrome grippal. Vous avez fait tellement de mononucléose infectieuse que vous ne savez même pas. Vous ne le savez même pas. D'accord? Parce qu'on échange ces microbes. Alors, après avoir parlé du microbiote de la peau, de la sphère ORL, nous avons un microbiote pulmonaire qui a été mis à mal par la COVID-19. Et vous vous rappelez, on disait à la radio ou aux informations, le tropisme du Covid-19, ce sont les poumons. Son tropisme, c'est-à-dire c'est le lieu préféré, le lieu de prédilection. Nous avons aussi un microbiote, alors, non, pas nous, les femmes ont un microbiote vaginal. Mes amis, ici, la prochaine fois, on parlera de ce microbiote, mais c'est extraordinaire. Non, ça me fait déborder. D'accord? Et puis, le dernier microbiote que nous avons tous, c'est le microbiote intestinal. Voilà. Eh bien, ce sont des microbes, tout ça. Là, on a le petit intestin qui fait près de 7 mètres de long. On les voit ici. Et voilà le côlon qui fait près de 2 mètres de long. Et ce microbiote intestinal, 100 000 milliards de bactéries dont on commence à comprendre le rôle et l'intérêt dans notre santé. Ils jouent un rôle dans la dépression. Ils jouent un rôle dans les maladies infectieuses chroniques de l'intestin, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, qu'on voit de plus en plus. Ils jouent un rôle dans le diabète de type 2. Il joue un rôle dans l'asthme, il joue un rôle dans l'acné, dans plein de maladies. Et on commence à comprendre cela maintenant. Mesdames et messieurs, je vous parle du résultat de 2 études, l'étude Esteban et l'étude Inca 3. Voici ce qu'il est dit. Nos concitoyens mangent trop salé, 80%, trop sucré, 40%, et 83% consomment trop d'acides gras saturés, la viande, présente dans les graisses animales, les produits laitiers ou encore les gâteaux. De plus, 63% mangent trop de charcuterie, dépassant les 150 grammes par semaine. En revanche, écoutez bien, en revanche, 87% des adultes ne consomment pas assez de fibres qui se trouvent où? Dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans les légumes et les fruits. Vous imaginez? Et écoutez maintenant ce que nous dit, c'est une sommité internationale en matière de microbiote. Monsieur Joël Doré, il travaille à l'Institut national de la recherche agronomique. Sommité internationale, écoutez ça. De toute notre alimentation, la composante majeure pour bien nourrir le microbiote intestinal, ce sont les fibres. Si on diminue les fibres, on met à jeun ces bactéries qui sont programmées pour dégrader les fibres, ce qui conduit à une perte de richesse du microbiote intestinal. On perd en diversité et on est en situation plus fragile. Quand nous mangeons des fibres, celles-ci représentent un festin pour les bactéries qui nous récompensent alors en fabriquant des substances qui sont dignes des produits pharmaceutiques aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Dieu a mis tout ce qu'il faut dans la nature pour permettre au corps de s'auto-guérir. Et il a mis des microbes, des bactéries là pour décomposer les fibres, pour fabriquer ces substances qui vont nous protéger du cancer et de bien d'autres maladies. On commence à le comprendre maintenant. Mais si nous les privons de leur mets préférés, elles dépérissent, nous privons de précieuses substances pour la santé. Mais d'où viennent les fibres, mesdames et messieurs?
Que sont les fibres et d'où viennent-elles? Les fibres, ce sont des molécules présentes à l'état naturel qui se retrouvent uniquement dans les aliments d'origine végétale. Quels sont ces aliments? Les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses et les oléagineux. C'est incroyable! Est-ce que vous commencez à comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? La situation, l'état de maladie, l'état maladif. Beaucoup là se pensent en bonne santé, mais nous ne le sommes pas. Nous nous pensons en bonne santé, mais nous ne le sommes pas, mesdames et messieurs. Là encore, ce sont les études qui le prouvent. Alors, M. Jérôme Bernard Pellet, sans le savoir, il a cité Genèse 1, verset 29. « Voici, je vous donne toute herbe, portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. » Il nous dit, avec une alimentation plus végétale, riche en légumes, en céréales. Alors, légumes, céréales complètes, légumineuses, fruits entiers, oléagineux. Alors, il n'a pas parlé des épices, etc., mais il a cité les 5 grands groupes qui sont importants. Une grande partie de ces maladies serait évitable. C'est exactement ce que notre Dieu a dit. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, 2 points, ce sera votre nourriture. Mesdames et messieurs, Dieu a prononcé cette phrase au début de l'humanité. Et ça n'a pas changé. L'homme s'est détourné de ce que Dieu avait dit. Ils nous ont proposé une pyramide alimentaire, avec à la base de cette pyramide alimentaire, les aliments dits bâtisseurs. Le lait, le poisson, les œufs, la viande. 40 ans plus tard, les cancers nous ont envahis. Le diabète de type 2 nous a envahis. Les maladies inflammatoires nous ont envahis. Voilà où nous en sommes. Et ils sont obligés, ils sont en train de revenir à ce régime. Et on parle beaucoup du régime méditerranéen, vous le connaissez? Le régime crétois. Et ce régime se rapproche déjà du régime alimentaire originel donné par le constructeur. Mesdames et messieurs, je le répète, la parole de Dieu traverse le temps en s'adaptant à chaque époque. Elle porte déjà en elle la connaissance maximale pouvant être atteinte sur le sujet dont elle parle, ce qui lui confère une portée et une application inégalée et inégalable sur le plan de la connaissance humaine. Mesdames et messieurs, le constructeur a dit, voilà, c'est ça que vous allez manger. La science s'est éloignée de ce que Dieu a dit, et aujourd'hui, voilà l'état dans lequel nous sommes. Et la science est en train de revenir à ce que Dieu a dit. C'était le premier élément, mesdames et messieurs. La Bible est-elle fiable? C'était le premier des 3. Je vous donne rendez-vous demain soir pour un sujet qui sera d'autant plus passionnant. Nous allons sortir de terre et nous élever dans le ciel. Le sujet a pour titre la zone boucle d'or. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19h30. Merci de votre attention.